شاهدنا روح على الجنة روح بشار قاتل شعبي الابن السفاح حجي مرة روح على الجنة روح بشار قاتل شعبي الابن السفاح حجي مرع يا غالي صقر حلق بالعالي حجي مرع يا غالي صقر حلق بالعالي بدنا نشيلك يا ظالم مهما طالوا الليالي بدنا نشيلك يا ظالم مهما طالوا الليالي أبو محمود Alors bonjour Joseph, est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots? Je m'appelle Joseph Daher, je suis membre de Solidarité en Suisse et du courant de la gauche révolutionnaire en Syrie et je suis fondateur du blog Syria Freedom Forever et je travaille à l'université de Lausanne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution des processus révolutionnaires dans la région arabe du Maghreb et du Proche-Orient et donc des dynamiques contre-révolutionnaires aussi qu'il y a pour le moment? Comment tu vois la situation? 4 ans après le début des processus révolutionnaires qui ont bouleversé la région dans son entier à différents degrés, il n'y a quasiment aucun pays qui n'a pas vécu, que ce soit même un mouvement populaire qui n'ait pas renversé le régime, mais qui a eu des conséquences non négligeables, que ce soit par exemple au Maroc le 20 février, au Liban le mouvement pour la chute du régime sectaire, et au-delà de ça, des chutes de dictateurs, Ben Ali, Moubarak, Saleh au Yémen, et Kadhafi en Libye. Alors après, il y a des mouvements, des processus qui sont entrés dans une phase de guerre civile, on peut parler. C'est le cas actuellement en Syrie, où on est typiquement dans un clash des barbarismes entre d'un côté le régime autoritaire et ses alliés de Russie, Iran, Hezbollah, d'un côté qui continue à massacrer le peuple syrien, et de l'autre également des organisations islamiques fondamentalistes et djihadistes qui s'attaquent en priorité aux démocrates et aux révolutionnaires syriens, qu'ils soient civils ou de l'armée syrienne libre. Donc 4 ans après le début des processus révolutionnaires de manière générale, on n'a jamais été aussi loin des objectifs originaux qui sont la démocratie, justice sociale et égalité. Et ça, c'est pas seulement, alors ça prend une envergure bien sûr beaucoup plus importante en Syrie, mais également en Égypte, en Tunisie, en Bahreïn et autres. On est très très loin des objectifs originaux et de l'enthousiasme populaire qu'avaient suscité ces processus révolutionnaires au début. Ces processus révolutionnaires ont dû faire face à 2 acteurs de la contre-révolution, celui habituel, qui sont les anciens régimes, et qui sont d'ailleurs en train de se renforcer dernièrement, notamment à travers la soi-disant lutte contre le terrorisme, qui est portée par les États occidentaux face à une soi-disant menace en utilisant la menace djihadiste, la menace de Daesh, de l'État islamique, et qui est portée par l'Arabie Saoudite, en grande partie, un des centres de la contre-révolution dans le Conseil de coopération du Golfe. On peut voir que Sisi, le régime de Sisi est consolidé, que ce soit à travers la vente des Rafales français, des avions français, des contrats énormes qui sont effectués également de différentes compagnies françaises pour légitimer un régime autoritaire qui a massacré des membres des Frères musulmans et les a emprisonnés, mais pas seulement, également des membres de la gauche et des libéraux. Et actuellement, aujourd'hui et hier, il y avait une grande conférence économique internationale où plus de représentants de plus de 80 pays étaient présents en Égypte pour justement encourager les investissements étrangers. Et donc, on voit également qu'au niveau de la Syrie, un discours de plus en plus présent que l'ennemi principal est Daesh, l'État islamique, et dès lors, peut-être, pouvons-nous travailler avec le régime Assad. Donc, une consolidation de cette première force de la contre-révolution, l'habituelle, des anciens régimes. En même temps, la difficulté que les processus révolutionnaires ont dû faire face, et les mouvements populaires, c'est l'islamisme fondamentalisme, le fondamentalisme islamique et les mouvements djihadistes, qui vont dès lors, avec toutes leurs différences, et ce n'est pas du tout la même chose, il y a des nuances importantes, mais par leurs actes se sont placés dans le sens de la contre-révolution. C'est des frères musulmans jusqu'au mouvement de l'État islamique. On a pu voir que
les frères musulmans, que ce soit au pouvoir en Égypte, en Tunisie, ont essayé de s'opposer aux objectifs démocratiques, sociaux, des soulèvements populaires. Et ces deux acteurs de la contre-révolution qui ont eu des clashs très importants à des moments donnés, alors le plus important, on voit en Syrie, face à ces deux, en Égypte, la répression terrible qu'a subi les frères musulmans après le mouvement populaire fantastique de juin 2013 qui a été confisqué par un coup d'État par le régime de Sisi, mais également par le fait que ces deux forces contre-révolution ont également travaillé ensemble à plusieurs reprises. Et alors en Égypte, de 2011, depuis la chute de Moubarak jusqu'à la chute de Morsi, il y avait une alliance plus que poussée entre l'armée et les frères musulmans. On peut voir des vidéos YouTube sur des membres des frères musulmans au Parlement égyptien qui disent l'armée est l'honneur de la nation, protège la nation, etc. Et l'exemple le plus patent, c'est actuellement le régime d'union nationale en Tunisie entre Nida Tounes et Nahda. Nida représentant des Bourguiba, des anciens régimes de Bourguiba et Ben Ali, et Nahda qui est la branche des frères musulmans en Tunisie, qui sont actuellement ensemble au pouvoir alors qu'ils ont fait une campagne électorale où ils étaient très opposés, soi-disant. Nous, on l'avait dit depuis longtemps, la gauche radicale de la région, que c'est deux phases de la contre-révolution et qu'ils peuvent avoir des oppositions, mais ils peuvent avoir également des communs accords. En Syrie, on a pu voir également que le régime Assad a libéré des prisons au début du processus révolutionnaire, des centaines, des cadres des mouvements islamiques fondamentalistes, des djihadistes, et parfois les a laissés se développer tout en se concentrant sur les démocrates et autres, et en laissant se développer donc les mouvements islamiques et djihadistes, et également des contrats pétroliers, parfois des deals pétroliers qui ont été faits entre le régime, au début Al-Qaïda et ensuite l'État islamique. Donc la difficulté est actuellement énorme et n'a pas cessé depuis le début de faire face à ces deux acteurs de la contre-révolution. Surtout le fait qu'on n'a pas encore réussi à développer, peut-être le seul exemple qui est peut-être une réussite de rassemblement de forces démocratiques et de gauche laïque pour faire face à ces deux contre-révolutions, c'est la Tunisie, avec toutes ses limites quand même du Front populaire, mais il y a d'autres éléments qui expliquent pourquoi la Tunisie également n'est pas dans la même situation, pas un État profond comme en Égypte ou en Syrie, un État militaire, etc., mais également un mouvement ouvrier organisé très fort et un mouvement féministe ouvrier, un mouvement féministe très fort également, et qui sont deux éléments très importants pour n'importe quel processus pour garantir des droits démocratiques et sociaux. Qui a permis peut-être également cette meilleure résistance et protection des acquis, notamment des droits de la femme en Tunisie, malgré des attaques lors de l'élaboration de la Constitution. Mais de manière générale, en Égypte, une partie de la gauche est partie avec le régime. En Tunisie, même le Front populaire, à des moments donnés, c'était pas clair l'opposition par rapport à Nida Tounes, s'ils étaient dans le front de Salut National. En Syrie, une partie de la gauche est encore avec le régime, tandis qu'une autre partie de la gauche s'est alliée de manière acritique avec des mouvements islamiques fondamentalistes. Donc, il y a cette difficulté pour la gauche de développer justement ce front démocratique, laïque et social, indépendant, et qui combat ces deux forces de la contre-révolution. Ok. On va peut-être revenir un peu plus en détail sur la Syrie, très rapidement. Quelle est la situation aujourd'hui en Syrie? On sait que c'est maintenant multiples interventions, y compris la coalition internationale, qu'il y a l'État islamique, Assad est toujours là, qu'il y a eu la question kurde qui est venue à l'avant. Qu'est-ce qui reste des forces démocratiques syriennes, armées ou civiles? Et qu'est-ce que nous, la gauche occidentale, européenne, belge même, devons faire ou mettre en avant par rapport à la Syrie? D'abord, il faut rappeler que la situation sociale en Syrie est absolument catastrophique. Plus de la moitié de la population est réfugiée interne ou externe. 90% dans les réfugiés externes, 90% dans les pays aux alentours, entre la Turquie, le Liban et la Jordanie, avec une petite aussi portion en Irak, mais il y en a également en Égypte, qui vivent dans des conditions le plus souvent très précaires. Des niveaux de pauvreté qui dépassent tout entendement, plus de 50-60%,
un pays ravagé par les bombes, destruction énorme de villes, de quartiers entiers, et plus de 200 000 morts. Les comptes se sont arrêtés, les Nations Unies se sont arrêtées. Donc c'est une véritable catastrophe humaine et humanitaire de la Syrie. Et c'est disons, dans le cadre du processus révolutionnaire syrien, la militarisation poussée et ces deux acteurs de la contre-révolution du côté le régime autoritaire d'Assad et ses alliés qui a rasé des villes, qui a commis des crimes de masse, etc. Et de l'autre, ces mouvements islamiques fondamentalistes qui s'attaquent alors pas seulement au régime, mais le plus souvent pas au régime, mais par contre aux forces démocratiques de la révolution, aux civils, veulent imposer une nouvelle forme de dictature religieuse. C'est très compliqué et très difficile pour le mouvement populaire syrien qui a été affaibli par ces deux forces de la contre-révolution et par la catastrophe humaine qui est actuellement en Syrie. Un grand nombre d'activistes ont été assassinés, arrêtés, torturés, mis en exil. Donc on a un mouvement populaire qui est quasi défait mais qui résiste. Dans certaines régions, il y a encore des résistances populaires, il y a encore des manifestations, mais plus du même niveau qu'au début du processus révolutionnaire. Donc c'est une difficulté qu'il faut relever, qu'il faut admettre, qu'on est écrasé par deux poids de la contre-révolution et pas du tout soutenu au niveau international ni régional, les forces démocratiques et sociales de la révolution syrienne. Face à cette situation, que faire, disons, que ce soit d'abord pour la gauche syrienne, il y a une nécessité de faire tout ce qui est possible pour diminuer la douleur du peuple syrien. Je pense que c'est absolument nécessaire. Espérer un arrêt de la guerre qui est actuellement, ça veut dire également le retour des réfugiés. C'est absolument indispensable à leur foyer, à la reconstruction du pays, la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est d'un côté, il faut aller vers ce sens, c'est une absolue nécessité, parce que la douleur est énorme. D'un autre côté, il y a une nécessité pour la gauche d'essayer d'organiser ce dont je parlais, d'un front démocratique large, avec les forces populaires qui continuent à résister à l'intérieur de la Syrie, et des conseils populaires de jeunes, des jeunes activistes qui sont encore sur place, qui continuent à manifester, qui continuent à mener des campagnes dans les objectifs originaux de la révolution, que ce soit démocratie, justice sociale, égalité, contre toute forme de communautarisme, et d'organiser ces groupes et personnes pour l'avenir, pour reconstruire un mouvement populaire, etc. Au niveau de la gauche internationale, je pense qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels il doit travailler. Tout d'abord, il ne faut pas nier la nécessité de l'aide humanitaire qu'ont besoin les Syriens, donc participer, que ce soit à toute aide humanitaire qui est possible, à amener au peuple syrien. Maintenant, du côté politique, c'est à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord la nécessité de déconstruire et de casser cette gauche qui analyse depuis le début le processus révolutionnaire syrien à travers un œil géopolitique, en partant de cette analyse uniquement et non des considérations socio-économiques, etc., de quelle est la nature de cet État, s'il est bourgeois, autoritaire ou pas, ou seulement dans une forme d'opposition aux États-Unis, et dès lors, ce qui n'est même pas vrai en soi dans le cas du régime syrien, et dont dès lors le soutien, c'est un problème qui n'est pas seulement en Syrie, mais qu'on peut voir également actuellement en Ukraine ou bien en Russie, où les camarades manquent de soutien au niveau international face à l'autoritarisme de l'État russe et l'impérialisme même de l'État russe. Donc ça, c'est une première chose que la gauche doit faire, continuer à sensibiliser les gens sur les origines et les développements de ce processus révolutionnaire, qu'il y a des forces démocratiques, qu'il faut les aider, les forces démocratiques et de gauche, qu'il faut les soutenir. Au niveau, dans chaque pays, il y a des choses à faire. Tout d'abord sur la question de la migration, ouvrir nos frontières aux migrants, aux réfugiés, pas seulement syriens, mais de manière générale, mais il y a une crise humanitaire en Syrie qui nécessite d'ouvrir ces frontières. Il y a des dizaines, des centaines de migrants qui meurent chaque jour en Méditerranée, c'est un scandale. L'Europe forteresse ne peut pas se revendiquer de la démocratie, des droits humains, qu'on ferme nos portes face à des gens qui sont dans le besoin, etc. Et que lorsqu'ils arrivent, leur situation soit régularisée le plus vite possible pour leur permettre
de retravailler, de se remettre actif pour la révolution, etc. Ensuite, il y a la question d'opposer, de reconstruire ce que j'ai envie de dire un mouvement anti-guerre qui en toute l'Europe est en crise, car il a été marqué le plus souvent par un campisme problématique, qui était simplement de dire notre principal ennemi est à la maison, est chez nous, et dès lors, et en ayant en même temps une propagande qui disait en Syrie, en Libye, c'est un coup préarrangé des Américains, de la CIA, des agents du Golfe. On ne peut pas, en même temps, il faut s'opposer aux interventions étrangères, particulièrement occidentales dans la région qui, en grande partie l'État islamique et en partie le résultat Al-Qaïda, c'est-à-dire les interventions, la destruction de l'Irak en 2003, etc., les autres interventions, et le soutien au régime autoritaire, et en partie une cause de la création, du résultat qu'on a aujourd'hui d'Al-Qaïda et État islamique. Mais ce refus des interventions étrangères pour leurs propres intérêts impérialistes doit s'accompagner d'un soutien au programme démocratique des peuples qui se soulèvent pour leur émancipation et libération, que ce soit dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord ou dans d'autres, par exemple dans le cadre de l'Ukraine. Donc ça c'est une autre chose, donc réfugiés, migrants, donc ça c'est des nécessités, et également on doit également lier, je pense, la question de la lutte contre l'islamophobie et toute forme de racisme, car il y a une volonté de décrire chaque réfugié syrien qui viendrait comme un djihadiste en puissance, ou bien que les populations musulmanes sont un problème, alors qu'il s'agit véritablement de le racisme et l'islamophobie, comme les autres formes de discrimination, comme le sexisme, l'homophobie, sont des moyens pour diviser les classes populaires, et il faut s'y opposer de manière totale. Et dans le cas de la Syrie, on voit très bien un usage de l'islamophobie, que toute personne, même qui est croyant, est considérée comme un islamiste, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a un certain nombre de choses à faire au niveau de la gauche, que ce soit de la région ou bien internationale. Nos tâches sont immenses. Merci beaucoup, Joseph.